Bonsoir, les titres. Comment protéger les travailleurs migrants? La CEDEAO se penche sur la question. Conakry accueille le forum du dialogue social pour analyser le phénomène et trouver une démarche commune dans l'espace de la CEDEAO. La Commission électorale nationale indépendante remobilise ses démembrements. L'institution prépare les élections locales communales à venir. Le défi est de tenir un scrutin crédible. Comment faciliter l'accès au logement à Conakry? Un défi de taille pour les autorités. Le marché de l'immobilier n'est pas organisé et se loger reste un casse-tête pour les petites bourses. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Tout de suite, cette nouvelle politique du gouvernement en termes de production de lait de vache. Le ministère de l'élevage annonce l'expérimentation de l'insémination artificielle bovine, une initiative présidentielle tirée de l'expérience marocaine. Plus de 20 stagiaires guinéens reviennent du Maroc où ils ont appris cette technique qui va accroître le rendement en lait des éleveurs du pays. Mohamed Lamine Souma. Le président Alpha Condé veut moderniser l'élevage de bœufs en Guinée. Il a reçu ce mercredi 26 stagiaires du retour du Maroc. 26 stagiaires qu'il a lui-même fait envoyer à Casablanca pour apprendre les techniques d'insémination artificielle bovine. Objectif, faire passer la production du lait d'une vache de 5 litres par jour à 25 litres et augmenter la production de la viande. Cette année, Excellence, Monsieur le Président de la République, sur votre initiative, va démarrer un programme qui sera dans son contexte et dans sa démarche une première en République de Guinée. Il s'agit de mener des inséminations artificielles sur femelles bovines en milieu éleveur. Ce programme, qui est un produit de la coopération maroco-guinéenne, a inscrit à sa stratégie la formation d'inséminateurs sélectionnés parmi de jeunes stagiaires en exercice au sein du département. À travers l'insémination artificielle, vous offrez à l'éleveur bovin guinéen la possibilité de produire des métis issus du croisement entre des races exotiques fortement productives en viande et en lait et la dama guinéenne, trypanotolérante, rustique et de bonne fécondité. Pour ces jeunes diplômés, le plus difficile commence, celui de sensibiliser le paysan et éleveur, lui convaincre de pratiquer l'insémination artificielle. Pour le renforcement des capacités des cadres et des acteurs du secteur de l'élevage d'une part, l'augmentation de la productivité et de la production animale d'autre part, vous avez personnellement obtenu auprès de votre cher frère et ami, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, un vaste programme d'amélioration génétique à travers la formation de 26 stagiaires en insémination artificielle tenue du 1er au 21 octobre 2017 à Casablanca, Maroc. Cette formation est organisée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des eaux et forêts et du développement rural du Royaume du Maroc à travers l'Association nationale des producteurs de viande rouge du Maroc. Cet organe est chargé de la mise en œuvre de ce programme d'amélioration génétique par la formation continue des stagiaires inséminateurs, l'installation et le fonctionnement d'une unité nationale d'insémination artificielle en Guinée. Durant les 3 semaines, les stagiaires ont suivi d'intenses cours théoriques et pratiques dans les abattoirs de Casablanca et Meknes, la visite des fermes bovicoles et le centre régional d'insémination artificielle de Kénitra, sous l'égide des éminents professeurs agrégés de l'Institut agronomique vétérinaire Hassan de Rabat. Pour atteindre les objectifs visés, ces jeunes diplômés vont devoir procéder dans un premier temps à la sélection de géniteurs. 2 fermes sont retenues pour la phase d'expérimentation d'insémination bovine en Guinée. Il s'agit de la ferme de Boké et celle de Famoïla à Beila. J'ai vu au Maroc, à la foire de Meknes, un bœuf qui pesait 1,5 tonne, alors que nos bœufs ne pèsent même pas 200 kg. Il est évident que cela ne peut pas assurer l'utilisation alimentaire et l'exportation. C'est pourquoi nous avons décidé ce programme d'insémination, afin non seulement d'avoir des bœufs plus gros, mais aussi des vaches laitières qui fournissent beaucoup plus de lait. Évidemment, ça suppose une condition déjà, en plus des herbes, d'avoir de l'alimentation de bétail. Nous avons donc 2 usines d'alimentation de bétail qui vont rentrer bientôt en fonction. C'est ce que nous attendions pour faire la journée de l'élevage au Fouta. Comme l'insémination va commencer en novembre, nous allons donc prévoir la journée de l'élevage au Fouta au mois de décembre.
Et nous allons faire deux aspects. Un, accompagner les éleveurs qui veulent faire l'insémination, mais ce n'est pas sûr que beaucoup, il faut qu'on les sensibilise. Mais maintenant, faire nous-mêmes, dans le cas des centres que nous avons, en tout cas, c'est à Famola et à Bokeh. Les deux, puisque il y a un groupe turc, je crois, qui a envisagé, de réhabiliter Ditine. Donc les trois seront fonctionnels. Nous, on va faire Bebaïla et Bokeh. J'espère que votre séjour vous a été bénéfique et que vous êtes en mesure dans les préfectures de restituer ce que vous avez appris là-bas. Il s'agit de transformer l'élevage guinéen d'un élevage domestique en un élevage commercial. Donc de changer les habitudes de nos éleveurs. Et en coopération avec d'autres pays, parce que nous avons nos amis d'Arabie Saoudite qui sont venus pour produire ici alpha, puisque bientôt ils n'auront plus la possibilité. Donc il s'agit donc, en collaboration avec d'autres pays, d'abord nous-mêmes de transformer notre élevage pour qu'on arrive à avoir des bœufs de 400, 500, 600 kilos et au moins des vaches laitières qui dépendent 10 litres. Puisque vous savez très bien que le lait est nécessaire, surtout pour les enfants en bas âge. Donc je vous souhaite bon retour dans vos préfectures et surtout j'espère que vous serez à la hauteur des efforts qu'on a fait pour vous donner cette formation et que vous serez à la disposition des éleveurs pour que d'ici un an, on voit des résultats concrets déjà. Parce que le paysan, comme l'éleveur, est un homme très pratique. Il ne croit qu'en ce qu'il voit. Donc pour les convaincre de faire l'insémination, il faut qu'ils voient des résultats assez rapidement. C'est pourquoi nous-mêmes, nous allons le faire au niveau de l'État pour qu'on puisse faire à grande échelle. Ces 26 diplômés sont des médecins vétérinaires, ingénieurs zootechniciens, agents techniques d'élevage et contrôleurs venant des 4 régions naturelles du pays. Ils ont pour challenge de relever le défi de la modernisation de l'élevage de bœufs en Guinée. Et puis ce communiqué de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, effectuera à compter du jeudi 26 octobre 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, Messieurs les directeurs généraux de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur Moussa Sissé, ce qui concentre l'attention ce soir, ouverture des travaux du forum de la CEDEAO sur le dialogue social. La rencontre se tient à Conakry, elle va durer 3 jours pour analyser le phénomène de migration et trouver des moyens de protection des droits des travailleurs migrants dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Ousmane Bangoura. Ils sont membres du BIT, commissaires, secrétaires généraux des centrales syndicales et organisations patronales, régionales et nationales à prendre part à ce forum tripartite du dialogue social de la CEDEAO. Le thème de la réunion de cette année porte sur la migration de main-d'œuvre, la mobilité et la protection des droits des travailleurs migrants dans la région. L'objectif vise à promouvoir le dialogue social et le tripartisme afin de prévenir et de résoudre les conflits dans l'espace CEDEAO.
Le dialogue social est un instrument d'échange entre les acteurs du monde du travail. Il est essentiel pour le maintien d'un climat social serein, gage de stabilité sociale et de tout développement. Je voudrais solliciter l'appui des États membres de la CEDEAO, surtout celui de l'État guinéen, car nous voulons que cette Assemblée générale de Conakry laisse des empreintes dans la vie du forum. Et nous voulons que les autres États puissent s'inspirer des actes que la Guinée va poser. Ce forum est un cadre d'échange, mais aussi de décision entre les représentants, gouvernements et les partenaires sociaux. Occasion pour le Premier ministre Mamadi Youla de réaffirmer l'engagement de son gouvernement à faciliter la réalisation effective des normes internationales du travail pour contribuer à la promotion du travail décent. Je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations et les sincères félicitations du gouvernement et singulièrement celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine. Panafricaniste convaincu, la Guinée apprécie à sa juste valeur l'acte additionnel de 2011 de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la politique du travail et de l'emploi et de son plan d'action stratégique. Notre pays salue également les principales avancées enregistrées par le forum à date. Entre autres, la validation d'un projet de charte régionale sur le dialogue social tripartite, la validation des termes de référence sur l'harmonisation du droit du travail et du projet de directive dans l'espace CEDEAO, le plan d'action pour l'emploi des jeunes, le plan d'action de lutte contre le travail des enfants. Cette volonté est celle de la vision politique de Monsieur le Président de la République et de ses compagnons pour faire de l'Afrique un continent désormais débarrassé de toutes les tares, mais aussi de ses inhibitions et de ses complexes qui ont entravé longtemps sa marche normale et légitime vers le progrès. Ces journées de réflexion pourraient servir de cadre de concertation sur l'opérationnalisation de la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale et la présentation du processus en cours sur le développement du programme régional. Comme je le disais... Justement, le forum tripartite de Conakry est l'occasion pour les États de la CEDEAO d'uniformiser la loi du travail des migrants. Les séances ordinaires se penchent sur la nouvelle stratégie de protection des travailleurs migrants. Qu'est-ce que c'est? Bernard Tonguino s'est intéressé à la question. Regardons son reportage. Le forum régional tripartite sur le dialogue social opte pour une stratégie commune à tous les États de l'organisation. Le consensus devrait permettre de gagner la lutte contre les violations des droits des travailleurs migrants. Une démarche qui vise à promouvoir l'intégration régionale par la libre circulation des personnes et le droit d'établissement et de résidence. Au niveau des travailleurs migrants, avec le flux de plus en plus important et dense des travailleurs migrants dans la sous-région, il faille adopter une politique commune de protection de ces travailleurs migrants, quel que soit l'endroit où ils vont travailler. Ces travailleurs migrants ont également droit à une protection sociale. Il faut également en discuter. Il y a également la question du travail des enfants, de l'emploi des jeunes. Donc sur toutes ces questions, on pense que la meilleure approche, et c'est celle que nous avons espérée, que ce soit une approche commune, intégrée, de manière à ce que les questions qui sont rencontrées en Guinée soient traitées de la même manière que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Mali. Selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, 90% des travailleurs migrants du continent proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Un chiffre qui fait de la CEDEAO la sous-région au taux le plus élevé à mobilité des travailleurs. Appuyé conjointement par l'OIT, Organisation internationale du travail, et l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, l'Afrique de l'Ouest envisage désormais l'harmonisation des législations de travail pour protéger les droits des travailleurs migrants. Chaque
année, nous avons plus de 100 000 personnes qui rentrent dans le marché du travail et qui n'ont pas de travail. Ce qui veut dire que nous devons être plus vigilants par rapport à la promotion d'un environnement économique et social plus stable, plus promoteur pour nos jeunes, mais aussi au respect des réglementations régionales et internationales pour notre population. Tous les acteurs sociaux, le gouvernement, le patronat, tout le monde s'implique pour bâtir un avenir pour notre jeunesse. Et c'est dans cet avenir que nous éviterons les problèmes de migration, d'émigration. C'est aussi dans ce développement du dialogue social tripartite que nous pouvons détourner notre jeunesse de tous les travers de société, la délinquance et pourquoi pas le terrorisme comme c'est d'actualité. À travers cette rencontre de Conakry, gouvernement, syndicats et patronat des pays de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à valider plusieurs documents. Des documents qui devront désormais garantir la mobilité de la main-d'œuvre et la protection du droit des travailleurs dans l'espace CEDEAO. Comment renforcer les relations entre le ministère de l'économie et les opérateurs économiques? Les deux parties trouvent l'idée de se rencontrer régulièrement pertinente, l'occasion d'exposer les problèmes pour les hommes d'affaires guinéens, mais aussi de proposer un nouvel élan de collecte d'informations pour mieux comprendre la situation des entreprises locales. Le concept est baptisé Économie Faladé du Soso. Qu'est-ce que c'est? Quels en sont les enjeux? Voyons cela avec notre reporter Tchernos Mandialo. Le concept est tout nouveau. Économie Faladé, autrement dit, parlons économie, mais directement en relation entrepreneurs, hommes d'affaires et pouvoir public sous la houlette du ministère en charge de l'économie et des finances pour partager les difficultés de part et d'autre, mais aussi échanger sur les outils mis à disposition pour améliorer le climat d'affaires. Dernière innovation dans ce sens, le Makiti, un outil accessible en ligne destiné aux investisseurs pour livrer dans l'anonymat leurs impressions sur les facteurs ralentissant le développement de leur business. Cet outil, il faut le comprendre comme un instrument complémentaire. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement une interface informatique. Ça ne remplace pas du tout les rencontres et le dialogue avec le secteur privé. Mais comme vous le savez, quand on, conduit la politique économique, quand on conçoit des politiques économiques, il faut aussi que ce soit basé sur des chiffres. C'est important. Et cet outil va nous aider justement à mieux connaître notamment les données des entreprises, les données de nos opérateurs, notamment concernant l'investissement, puisque c'est au cœur, je dirais, de la croissance. Les données recensées sur le site surveymonkey.com vont être étudiées pour déterminer les indices de confiance de l'économie. Pour les entrepreneurs, c'est un nouveau pas franchi vers une meilleure collaboration. Je pense que c'est intéressant puisque pour que le gouvernement puisse travailler avec nous, il faut qu'il sache ce qui se passe sur le terrain. Et avec ce survey-là, c'est l'occasion d'avoir nos opinions, nos difficultés. Et de là, peut-être des lois, des facilités vont venir. C'est comme le médecin. Il faut faire le diagnostic, il faut exposer les mots pour qu'on trouve des remèdes. Donc pour moi, c'est nécessaire de donner, surtout que c'est de façon anonyme, on peut vraiment donner les informations pour permettre aux techniciens de l'économie d'avoir pour qu'on ait une économie performante. Une demi-journée d'entretien qui laisse entrevoir de belles perspectives pour l'économie guinéenne. Être à l'écoute des opérateurs économiques et afficher plus de volonté de leur accorder davantage de facilité sont perçus comme un début de solution pour une économie mieux structurée avec l'avènement de champions économiques nationaux, créateurs d'emplois. C'est fait, la CENI lance ce qu'elle appelle l'opération de remobilisation et d'analyse de l'état des lieux de ses démembrements, une campagne de 7 jours pour permettre à ceux-ci d'être des structures de gestion électorale efficaces pour une organisation consensuelle des élections communales à venir. Makemedozo. Après 8 mois d'inactivité, les membres des CECI, Commission électorale communale indépendante, se réunissent à nouveau. La CENI lance une opération de remobilisation et d'étude de l'état des lieux de ses démembrements.
Cette activité devra permettre à l'institution électorale de faire un contrôle physique et matériel au sein des CECI. La finalisation de l'installation des membres là où ce n'est pas fait, où ce n'est pas achevé, la distribution des guides et règles de bonne conduite de démembrement, ensuite récupérer les pièces comptables. Globalement, c'est là l'objet de la mission. Mais au-delà de cette mission, nous devons également visiter tous les quartiers. À ce jour, toutes les CECI ont changé de siège à la demande de l'opposition. Elles ne sont plus installées dans les établissements publics. Un changement qui nécessite l'approvisionnement en équipement pour les rendre plus opérationnels. On a quitté la cour de la commune, comme a été demandé par les partis politiques. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre nouveau siège. Nous voulons travailler dans les bonnes conditions. Donc il faut que les CECI, à part par nous, toutes les CECI soient franchement équipées en mobilier de bureau, en outils informatiques, en tout, même la sécurité. Pour cette première étape, ce sont les commissaires et assistants des CECI qui sont concernés. L'activité de remobilisation et d'analyse de l'état des lieux des CECI s'inscrit dans le cadre de l'exécution du chronogramme des élections communales. Et puis cette rencontre de Catholic Relief Service, essentiellement consacrée à l'évaluation de ses actions en Guinée. Après 17 ans d'existence dans le pays, l'organisation travaille sur l'élaboration de nouvelles stratégies pour renforcer par exemple son mécanisme de lutte contre le paludisme. Regardons ce reportage de Adia Toubari. Après 4 ans d'intervention en Guinée, Catholic Relief Service CRS capitalise ses acquis majeurs dans l'amélioration des soins de santé des populations. Une journée porte ouverte est organisée. Elle vise à échanger sur les 6 axes prioritaires d'intervention pour l'institution. Chacune est représentée par un stand contenant le résultat des différentes stratégies menées. En termes de réduction du paludisme, ce stand de chimioprévention saisonnier se distingue des autres. C'est l'administration de 2 médicaments, la SP, qu'on appelle sulfadoxine pyrimétamine, et l'ammoniaquine aux enfants de 3 à 59 mois. La couverture moyenne aujourd'hui, nous sommes avec un total d'enfants de 519 017 enfants qui sont couverts à chaque passage parce qu'on le fait au mois de juillet, août, septembre, octobre. On constate qu'il y a au moins un taux de réduction de 50% pendant les 2 ans passés dans les zones où on a donné le médicament. Partenaire de premier plan en santé, Catholic Relief Service apporte son appui aussi dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. La gestion des conflits à travers des projets de culture de la paix et l'assistance alimentaire aux ménages affectés par la maladie Ebola sont également réalisés dans plusieurs préfectures du pays. Des projets financés à hauteur de 80 millions de dollars par plusieurs bailleurs de fonds à travers Catholic Relief Service. On a eu de bons résultats pour l'année qu'on vient de terminer, l'année fiscale 2017. Ça montre effectivement ce que CRS fait en Guinée. Et si les bailleurs sont contents de ce que nous faisons, et ça nous enchante parce que ça nous permet de mobiliser aussi des ressources pour aller de l'avant et continuer à appuyer les populations qui sont dans le besoin. Que ce soit la vaccination, que ce soit la protection contre le paludisme, que ce soit également la prévention des maladies infectieuses également, nous trouvons que CRS s'implique et ce sont les grandes préoccupations du ministère de la Santé. Avec ces journées d'échange, Catholic Relief Service compte définir de nouveaux plans d'action en faveur de l'assistance des populations vulnérables. Ceci dans le domaine sanitaire, de l'éducation et de la gouvernance qui doivent être mises en œuvre au cours de l'année 2018. C'est une visite de quelques minutes, mais le soutien marque les esprits des soldats malades. Le chef d'état-major général des armées est allé au chevet de ses compagnons d'armes hospitalisés dans les structures sanitaires de Conakry. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire.
Soucieux de l'état de santé du personnel militaire et paramilitaire, le chef d'état-major général des armées s'est rendu au chevet des militaires malades afin de s'enquérir de leur état de santé. Une démarche qui s'inscrit dans son plan d'action qui est celui de doter l'armée des conditions de vie et de travail décentes. C'est un sentiment de courage, ça m'a beaucoup remonté. J'ai fait l'accident depuis 2015, mais la visite que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est la plus grande visite. Ça m'a donné beaucoup de morale. Ça nous montre que nos chefs sont avec nous. Nous suivons avec beaucoup d'attention tous les progrès en train de fournir pour le pays, pour l'armée, pour la paix surtout. Et nous lui demandons de continuer dans ce sens, de soutenir surtout le professeur Fakondi. Nous sommes les patriotes, nous servons l'État. Nous ne servons que l'État seulement. Ce geste va profondément à mon cœur. C'est un soutien très important qui mérite plus que beaucoup de compliments. Quand on voit son compagnon d'armes, pendant que vous ne pouvez rien, il se déplace qui vient vers vous. Surtout le chef de toutes les armées qui vient vers vous. Vraiment, on est fiers et on est heureux d'avoir appartenu à cette armée-là. Le chef d'état-major général des armées a mis cette occasion à profit pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les compagnons d'armes malades. À l'occasion du 1er novembre, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne, je suis venu au nom de Monsieur le Président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, et de Monsieur le ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, souhaiter bonne fête à tous les compagnons d'armes malades. En même temps, prier pour eux pour une meilleure santé. Que Dieu bénisse l'armée guinéenne. Cette action humanitaire du chef d'état-major général des armées renforce davantage la fraternité entre les frères d'armes et consolide les relations civilo-militaires. Je vous l'annonçais en titre, l'accès à un logement décent et au juste prix à Conakry reste un problème récurrent. À l'origine essentiellement, le manque d'organisation du marché de l'immobilier. Le réseau d'acteurs reste complexe. Entre propriétaires et chercheurs d'appart, tout le monde connaît le démarcheur, c'est parfois le meneur de jeu. Alors, comment changer la situation? Des solutions sont envisagées. Images et témoignages dans ce reportage de Mounir Bari, Valérie Talimane. La demande est nettement supérieure à l'offre. Ce facteur serait à l'origine de l'augmentation des prix du loyer. Les prix sont généralement fixés de façon fantaisiste et individuelle. Doussou Kondé, par exemple, est à la recherche d'un abri. Aujourd'hui encore, elle est venue à la rencontre d'un autre démarcheur. Je suis venue chercher la maison, ça fait plusieurs mois. Je viens vers les démarcheurs, on me demande 2 mois d'avance et certains 4 ans. Je suis trop fatiguée. Pour avoir 2 chambres salon, on te parle d'1,5 million. Nous sommes là pour aider les clients à trouver des maisons et des habitations. Et le plus souvent, nous partons vers les concessionnaires pour leur demander de nous aider à trouver pour nos clients des maisons d'habitation. Mais le plus souvent, les concessionnaires demandent à ce qu'on leur paye comme avance 6 mois, certains même 2 ans avance. Les maisons en location existent, mais ce sont les prix qui découragent certains citoyens. Le secteur est mal réglementé. Les autorités, parlementaires et les acteurs de la société civile se lancent dans le combat. À la Direction générale du patrimoine bâti public, les réformes engagées cadrent avec les préoccupations des citoyens. L'offre est rétrécie, la demande est forte. Il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Je dis bien, c'est cette volonté politique. La SONAPI est en train de travailler à Kétaya pour la construction de logements sociaux. Dès que la SONAPI finit son travail, les logements sociaux sont réalisés. Ces logements sociaux tombent dans l'escarcelle du bâtiment. Ça va nous permettre d'améliorer ce que nous avons apporté demain au profit des populations. Mais je dois vous dire sincèrement que ce que nous avons apporté demain aujourd'hui est peu par rapport à la demande croissante et élevée. Il faut dire que nous sommes engagés avec le ministère de l'Urbanisme dans une nouvelle politique, l'habitacle en Guinée.
pour que ces abris insalubres soient derrière nous, soient de lointains souvenirs. Cette volonté politique, elle est là. Dans le cadre de l'action publique, avec le partenariat public-privé, je vous ai dit, en dehors de ce plan, la coopération turque, par exemple, elle est prête à nous accompagner pour la réalisation de beaucoup de logements sociaux à Conakry, ce qui va amener encore la qualité de notre service. Déjà, un partenariat est scellé entre la SONAPI et la Turquie pour la construction des logements sociaux en Guinée. Je vous emmène en Chine à la découverte d'un réseau de transport développé dans le secteur ferroviaire. Il y a 10 ans, aucune ville chinoise n'était desservie par un train dépassant 300 km/h. Aujourd'hui, la Chine est le pays le mieux équipé en TGV avec 22 000 km de lignes à grande vitesse. Le point avec nos envoyés spéciaux à Pékin, Mohamed Lamine Kaba, Mahmoud Bari. Outre la mise en place des réseaux denses de transport routier, aérien et maritime, la République populaire de Chine a développé le transport ferroviaire. Cette nouvelle tendance de se déplacer en train à grande vitesse a nettement amélioré la fluidité de la circulation, d'une part, mais aussi l'engouement de voyager s'est accru. Aujourd'hui, la Chine dispose d'un potentiel considérable de TGV qui relie les différentes villes aux villages. Cette volonté des autorités chinoises cadre avec l'engagement du président Xi Jinping à atteindre l'initiative Une ceinture, une route de soie pour la Chine, un véritable facteur de développement économique. Alors la ville de Tianjin est fondamentale pour le développement du nord de la Chine. C'est un axe majeur. Comme vous le savez, Pékin est une ville à l'intérieur des terres, distante de 200 km. Tianjin est devenu son port. Tout à l'heure, nous avons pris le TGV. Nous sommes tout simplement reliés maintenant à 30 minutes. Tianjin a permis à Pékin de devenir une ville portuaire. Une ville qui normalement était enclavée autour des montagnes du Nord, maintenant est devenue une ville portuaire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Tianjin est l'un des poumons industriels de la Chine du Nord. Vous avez ici les plus grandes multinationales de renom qui se sont concentrées. Le TGV chinois attire des touristes, des hommes d'affaires et facilite le mouvement des personnes à travers ce pays continent. Une stratégie qui rassure quand on sait que la sécurité est un axe majeur pour les fabricants et les exploitants. On termine avec l'actualité mondiale, une compilation de la rédaction commentée par Daouda Tabansila. Au Nigeria, le procès des partisans de l'indépendance de Biafra s'est ouvert ce matin. Il s'agit de membres du mouvement indépendantiste pour le peuple des indigènes mené par l'activiste Nnamdi Kanu. La justice les accuse d'avoir mené des actes de terrorisme. Les 60 prévenus ont été interpellés par l'armée en septembre dans l'état d'Abia, où les troupes mènent officiellement une série d'opérations de lutte contre la criminalité. Sur le fond, ces militaires réclament la sécession du Biafra et tentent de décourager les citoyens à participer aux élections locales. Une démarche fortement critiquée par le gouvernement fédéral d'Abuja qui a classé le mouvement hip-hop comme une organisation terroriste. En Birmanie, les Rohingyas sont considérés comme le plus grand peuple apatride au monde. Les Rohingyas sont victimes de multiples discriminations, restrictions de la liberté de mouvement, règles de mariage injustes et confiscation des terres. Ils ont également un accès limité à l'éducation ainsi qu'aux autres services publics. En France, face aux défis du temps, le potager du roi à Versailles cherche des mécènes, arbres mourants, murs décrépits, changement climatique. Dans ce jardin à la française, classé monument historique en 1926 et inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, sont cultivées plus de 460 variétés fruitières. 40 à 50 tonnes de fruits et légumes y sont produits par an. L'essentiel étant vendu frais, l'autre partie transformée en conservé en jus. Avant de refermer cette édition, nous vous proposons une déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de la journée de l'Organisation des Nations Unies. Suivez. Les nations du monde, dans une synergie d'efforts et de ressources, se doivent de gagner le combat contre la misère, la pauvreté, l'inégalité, le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation, l'immigration clandestine, la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue et d'êtres humains et d'armes. Notre ambition légitime
de développement durable doit en même temps être soucieux de la protection de l'environnement, du respect des droits de l'homme, de l'éducation pour tous, de l'autonomisation des femmes, de l'emploi décent pour les jeunes, de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, à notre avis, l'ONU doit répondre à ces multiples et complexes défis qui l'interpellent. Elle doit pouvoir mobiliser les moyens et canaliser les énergies nécessaires pour une solution durable à ces problèmes dont dépend l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi le gouvernement guinéen invite tous les États membres à œuvrer inlassablement dans le cadre d'une réforme globale et juste sur la base d'un consensus et en conformité avec les dispositions de la Charte des Nations Unies. Cet anniversaire nous offre l'opportunité d'exprimer, au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, la gratitude du gouvernement et du peuple de Guinée à l'endroit des partenaires du système des Nations Unies pour leur soutien indéfectible au programme de développement de la République de Guinée. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler l'attachement résolu de mon pays aux idéaux et objectifs fondamentaux de notre institution commune, l'Organisation des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Souleymane Condé, au réalisateur Francis Collier, Bernard Tonguino et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Dabola, Kankan et Kissidougou. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.